La figure du footballeur est depuis des années source de débats, tractations, rumeurs ou convoitises. Icône internationale, certains y voient des artistes comme une forme de poésie chez le dramaturge italien Pasolini, d'autres y voient des millionnaires ou des athlètes ayant bâti leur corps et esprit pour maximiser leur performance. Le footballeur n'est pas un sportif comme les autres. Par la médiatisation, la financiarisation et l'universalité du football, il peut être un acteur incontournable de l'actualité sociale et politique d'une ville, d'une région, d'un pays. Parfois, son influence dépasse les frontières et contribue même à changer l'histoire. Qui sont les footballeurs les plus politiques? Générique. Bonjour à tous, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena. Bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2025 les amis. L'occasion, avant de commencer, de vous souhaiter une merveilleuse année pleine de bonheur, d'accomplissement, d'enrichissement personnel et professionnel, mais surtout la santé pour vous et vos proches. Et pour démarrer cette nouvelle année, je vous propose un sujet un peu différent sur le footballeur politique, sur la capacité du footballeur à soit prendre un tout autre chemin après sa carrière de sportif professionnel, soit avoir une influence extrêmement importante au moment où il est footballeur d'ordre national, voire international. Sur la chaîne, on a parlé des clubs politiques comme Saint-Pauli ou les clubs d'ex-URSS avec les appellations Dynamo, CSK. On a bien sûr parlé des ultras et des tribunes politiques. Les joueurs aussi peuvent avoir ce caractère. Alors certains vous diront que le foot et le sport ne doivent pas être politiques, que le joueur ou le sportif ne doivent pas être politiques. La réalité fait que le football est tellement prédominant, a des conséquences tellement importantes qu'il est politique, qu'on le veuille ou non. C'est ce qu'on va clairement sentir dans cette vidéo. Si le sujet vous plaît et si vous avez d'autres exemples de footballeurs politiques, vous pouvez d'ores et déjà partager ça en commentaire. On en fera peut-être une suite, un nouvel épisode. Et avant qu'on commence, pour cette toute première de l'année, n'hésitez pas à exploser la barre des likes les amis, à commenter et à vous abonner si vous découvrez la chaîne ou si vous regardez sans être abonné. C'est totalement gratuit et ça me soutient. On a déjà dépassé la barre des 47 000 abonnés, donc c'est génial, on continue comme ça. Installez-vous bien confortablement, on est parti. L'Ukrainien Oleksandr Zinchenko est une vraie figure de footballeur politique depuis plusieurs années, notamment depuis ce 24 février 2022. Il est ukrainien et il partage les souffrances de son peuple et lui, peut-être plus que d'autres, par sa renommée aussi, fait le choix régulièrement de rappeler au monde le conflit en Ukraine. Très récemment, en novembre 2024, lors de la trêve internationale, il a été buteur lors d'un match contre l'Albanie et a célébré en brandissant un maillot de la Sbirna, floqué au numéro 1000, comme les 1000 jours de la guerre en Ukraine, un moyen de ne pas oublier, de rappeler déjà la longue durée de cette guerre, qui en plus avait déjà commencé il y a 10 ans dans l'Est ukrainien. Il avait aussi annoncé être prêt à se battre en avril dernier. Il avait dit « s'il faut y aller, si je suis appelé, j'irai ». Ça fait penser au temps où le sportif était prêt à se battre parce qu'il recevait une éducation presque militaire. Et à cet égard, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce monsieur, le joueur de tennis ukrainien Stakhovski, qui avait fait l'exploit d'éliminer Federer à Wimbledon en 2013. Il est aujourd'hui sur le front depuis février 2022. Là, c'est le paroxysme du sportif qui s'engage, celui qui défend sa patrie sur le front. Zinchenko n'est pas encore là, mais il s'investit. Il a fait un don de plus d'1 million d'euros à l'Ukraine et aux familles. Et il a participé à l'organisation en août 2023 d'un match caritatif Game for Ukraine en l'honneur de l'Ukraine, organisé à Stamford Bridge en compagnie notamment de Shevchenko et d'autres personnalités comme Arsène Wenger. Il a aussi une histoire particulière puisque Zinchenko a commencé sa carrière de footballeur en Russie, dans un club russe, et il déclarait n'avoir reçu aucun message de soutien ou de nouvelles de ses anciens coéquipiers, comprenant aussi les dangers pour les Russes de parler de la guerre. Il a des mots durs à l'égard des Russes et de ce qui est pour lui un point de non-retour dans les relations entre les deux pays, et je le cite, « Il faudra que je l'enseigne à mes enfants, qui l'enseigneront ensuite aux leurs ». En attendant, la guerre continue de sévir en Ukraine alors qu'on approche déjà des 3 ans de conflit. Lui, son nom ne vous dit peut-être rien. Qui est Alexandre Villaplane? Je pense qu'il doit exister des livres ou peut-être des films inspirés de son histoire.
parce qu'elle est absolument incroyable, bien calée, basculée dans les pires heures du XXe siècle. Né en 1904 à Alger, Alexandre Villaplane est un sportif aguerri qui pratique le football. Il va faire ses gammes dans le sud, notamment à Nîmes, à Sète, grand club des années 1920-1930, ce qui va progressivement lui ouvrir les portes de l'équipe de France. Vous savez qu'à l'époque, les footballeurs n'étaient pas des professionnels. Il porte le maillot des Bleus pour la première fois en 1926, et en 1930, à l'âge de 24 ans et 22 sélections déjà, il prend part à la Coupe du Monde 1930 avec les Bleus, la toute première Coupe du Monde de l'histoire qui se déroule en Uruguay. Villaplane dispute d'ailleurs les 3 rencontres des Bleus, les 3 en tant que capitaine. Son engagement, son physique et sa soif de combat font de lui un joueur reconnu. Son destin va basculer à partir des années 1930 où son nom apparaît dans des affaires de paris hippiques. Il est condamné à 6 mois de prison en 1934, le début de la fin pour Villaplane qui va petit à petit tomber dans le grand banditisme et multiplier les séjours en détention, lui capitaine de l'équipe de France lors du premier mondial de football. En 1940, le contexte politique on le connaît, l'Allemagne nazie envahit pendant la Seconde Guerre mondiale la France et en quelques semaines, l'armée française est mise en déroute, la France capitule et est divisée en deux, c'est le début de l'occupation et pour une partie des Français, c'est le début de la collaboration. Par ses occupations criminelles, Alexandre Villaplane se lie très vite avec la Gestapo française qui voit dans le crime organisé un moyen d'étendre ses activités. Repris de justice, Villaplane intègre petit à petit les cercles politiques et militaires nazis. Il rejoint dans le courant de l'année 1944 la Légion nord-africaine, une brigade dont le but était de lutter contre la résistance intérieure. Faisant ses preuves dans cette division nazie, il fut promu sous-lieutenant de la SS avant de prendre en charge une opération des nettoyages en Dordogne où Villaplane commandait l'assassinat des résistants ou des opposants et la spoliation ou la traque des Juifs. Il fut même l'assassin d'une dizaine d'otages en Dordogne en 1944. Naturalisé allemand, il est arrêté par les forces françaises résistantes en août 1944. Le 12 décembre, Villaplane, au centre de cette image, est condamné à la peine capitale pour haute trahison, intelligence avec l'ennemi, meurtre et acte de barbarie. Il est fusillé le 27 décembre 1944. Voilà le destin tragique et effroyable de Villaplane, de footballeur, capitaine des Bleus lors du premier mondial, à assassin et collaborateur pour le compte du Troisième Reich. Une histoire absolument invraisemblable qui a longtemps mis le foot français dans l'embarras. Difficile enjeu mémoriel pour la Fédération française de football. Légende du Milan ou du PSG, Ballon d'Or 1995, Georges Weah est un immense nom du football africain et international. Ses exploits sur le terrain l'ont aussi suivi après sa carrière, puisqu'après être devenu le premier footballeur non européen à remporter le Ballon d'Or, il est devenu le premier footballeur à devenir chef d'État, président de la République de son pays, le Libéria, de 2018 à 2024. La carrière politique de Weah a très vite pris la suite de sa carrière sportive. Déjà quand il était joueur, Weah avait demandé une intervention de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, au Libéria, pour mettre fin à la guerre civile qui faisait rage entre 1989 et 1997 dans le pays. La deuxième guerre civile libérienne va encore rapprocher Weah de son pays, lui qui l'a quitté très vite, très tôt, pour se consacrer à sa carrière de footballeur. Il s'engage ainsi pour améliorer les conditions de vie au Libéria, ravagé par 2 conflits atroces. En 2014, Weah est élu sénateur de Monrovia, la capitale libérienne et le comté le plus peuplé du Libéria. C'est la première élection qu'il remporte, bien qu'il fût déjà candidat pour l'élection présidentielle de 2005 et celle de 2011 en tant que vice-président. La consécration pour Weah arrive en 2017 où il remporte l'élection présidentielle, devenant en 2018 le 25e président du Libéria. Figure emblématique qui a réussi, il est porteur d'un espoir pour son pays. Très souvent en Afrique, le footballeur de renom peut avoir une énorme influence après sa carrière, notamment d'ordre politique ou social. C'est le cas par exemple pour Weah. Le mandat de Weah était marqué par des efforts pour reconstruire le pays, développer l'économie, lutter contre la corruption, faciliter l'accès au sport et à la culture. Critiqué par l'opposition pour son bilan en demi-teinte, son mandat prit fin il y a 1 an, en janvier 2024, et n'a pas été renouvelé puisque Weah s'est incliné lors de l'élection présidentielle de 2023. Il reste aujourd'hui néanmoins une figure incontournable de la vie au Libéria, capable de s'être imposé en politique sans avoir eu de véritable expérience en la matière. C'était le reproche que lui faisaient souvent ses opposants, ce à quoi il répondait « Ce ne sont pas des personnes inexpérimentées en politique qui ont entraîné le Libéria dans une terrible guerre civile. » Là, on file en Géorgie, en pleine actualité politique très chaude, mais également très clivante dans ce pays du Caucase. Mikhail Kavelashvili, ce nom ne vous dit peut-être rien.
Il est le nouveau président de la Géorgie et c'est un ancien footballeur. Les Suisses le connaissent peut-être un peu mieux que nous puisqu'il a joué une dizaine d'années dans le championnat helvète entre 1997 et 2007 dans les deux clubs de Zurich, à Lucerne, Sion ou Bâle. Il est également passé un temps par Manchester City. Sa carrière de footballeur terminée en 2007, il a progressivement rejoint la politique géorgienne en 2016 en étant élu député, puis en fondant en 2022 le parti Pouvoir au Peuple, un mouvement politique grosso modo populiste, anti-américain et anti-occidental. Bref, une coloration politique très différente des positions dominantes de la jeunesse géorgienne. Il appartient à la famille politique du rêve géorgien, le parti de l'oligarque géorgien Bidzina Ivanishvili qui a bâti son empire en Russie, parti proche de l'extrême droite géorgienne, accusé d'être très axé sur la politique de Moscou de Poutine. Mikhail Kavelashvili vient d'être investi comme nouveau président de la Géorgie. Il a été élu le 14 décembre dernier et a prêté serment le 29 décembre 2024. Mais son élection est contestée, sa légitimité aussi, dans la mesure où depuis octobre, la population manifeste massivement et dénonce des fraudes et irrégularités lors des élections législatives qui ont placé Rêve géorgien au pouvoir. Alors la fonction de président en Géorgie, elle est plus honorifique qu'autre chose, c'est surtout le Premier ministre qui exerce le pouvoir exécutif, mais l'ancien footballeur Mikhail Kavelashvili est bel et bien devenu le 6e président de l'histoire de la Géorgie. Son discours est marqué par des propos virulents à l'encontre des personnes LGBT notamment, mais aussi à l'encontre des Occidentaux et de l'Union européenne qui l'accusent de précipiter la Géorgie dans le conflit russo-ukrainien. Pays passionnant à étudier, la politique géorgienne est très complexe et à surveiller car la crise politique se poursuit toujours actuellement et pourrait avoir de fortes influences sur le football du pays. Souvenons-nous par exemple de la guerre de 2008 qui résonne encore aujourd'hui dans le football, dans les stades et dans les tribunes du pays. On termine par deux noms mondialement connus, à commencer par Diego Armando Maradona, la légende argentine, qui est devenu le plus grand des Argentins ou l'un des deux avec Messi, un joueur phénoménal qui aura eu une influence absolument démentielle pour des millions et des millions de ses compatriotes. Dans l'Argentine, qui souffre socialement, politiquement, économiquement depuis des années, que ce soit dans la période de la dictature de Videla ou que ce soit après, le football est un exutoire, une échappatoire. Et Maradona a représenté la joie, l'espoir, le plus bel éclat de l'Argentine en remportant notamment la Coupe du Monde 1986 avec deux gestes historiques dans le même match, la main de Dieu, le but le plus frauduleux de l'histoire d'un mondial, et plus tard le but le plus beau de l'histoire d'une Coupe du Monde, le but du siècle comme on l'a appelé, cette chevauchée de 70 mètres qui a marqué les esprits. Maradona, il avait cette aura et aussi une vraie conscience politique. On le sait, Maradona, c'était un rebelle, c'était un joueur qui vivait dans l'excès, qui aimait la liberté. Il avait ce côté presque Che Guevaresque dans sa façon d'être et de vivre. Il a été pendant des années très proche de la gauche sud-américaine, voire de l'extrême gauche sud-américaine, celle des populistes et hommes autoritaires, Evo Morales en Bolivie, Castro à Cuba, voire même des dictateurs comme Hugo Chavez au Venezuela. Il était très hostile envers les États-Unis, envers les Américains, il n'aimait pas ce pays, il était anti-Bush au possible, t-shirt War Criminal à son effigie, criminel de guerre, on le voit à l'image. Il était aussi très proche de la cause palestinienne, très proche aussi de certains peuples et pays africains. Maradona, en fait, c'était le représentant d'une forme du Sud global, ce concept géopolitique qui représente les pays dits du Sud déterminés à contrer l'hégémonie occidentale sur la scène internationale. Maradona, c'est ça, et c'est aussi un homme qui est passé par des clubs et des villes qui lui correspondaient. Barcelone et les Catalans, eux, qui veulent toujours une autonomie par rapport à l'Espagne, ou Naples en Italie, une ville à l'identité maradonesque dont les traces sont toujours extrêmement prégnantes. El Pibe d'Oro, c'était comme un dieu pour certains, il avait d'ailleurs sa propre religion en Argentine, il était vénéré totalement, et il avait aussi une portée géopolitique. Cette portée s'est clairement vue dans le conflit entre l'Argentine et le Royaume-Uni autour des îles Malouines en 1982. Ces îles, contestées par les deux camps qui les revendiquent, engendrent un conflit ouvert en 1982 marqué par l'invasion argentine des îles et la défense de la couronne britannique de ce qu'elle considère comme lui appartenant. L'issue de cette guerre de 2 mois est le statu quo, l'Argentine est repoussée et ne parvient pas à prendre possession des îles. Le Royaume-Uni renforce même sa souveraineté sur ce qui est aujourd'hui encore un territoire britannique d'outre-mer. C'est un événement qui va marquer beaucoup d'Argentins car c'est une défaite lourde, c'est une humiliation. Plus de 600 Argentins décèdent et elle va marquer Maradona qui va très clairement utiliser cette défaite pour galvaniser ses coéquipiers et son pays lors du mondial 1986, 4 ans après
lors de ce fameux match, ce fameux quart de finale qui se déroule contre les Anglais. Le match où il y a ce but du siècle et cette main de Dieu. Maradona dira d'ailleurs qu'il a vengé les Malouines à l'issue de ce match, qu'il a vengé le peuple argentin en éliminant l'Angleterre sur le terrain et en soulevant le mondial quelques jours plus tard dans le même stade. Là encore, c'est le footballeur politique par excellence, le représentant d'une nation, celui qui porte la cause et les revendications. Maradona, c'était ça aussi. Et les Malouines, ça reste encore aujourd'hui pour les Argentins une cause importante, souvent ramenée par le football. En témoigne cette image en 2014, avant le mondial au Brésil, où les joueurs argentins tiennent une banderole. Les Malouines sont argentines. Didier Drogba est une autre légende du football africain, un joueur phénoménal, au palmarès riche et à l'impact absolument énorme pour son pays. Pour comprendre l'influence de Drogba, il faut faire une petite explication de ce qui se joue dans son pays, la Côte d'Ivoire, au début du XXIe siècle. L'élection du président Laurent Gbagbo en 2000 crée un climat de troubles et de tensions en Côte d'Ivoire, notamment d'ordre religieux, social et ethnique. En 2002, au nord du pays, des rebelles en profitent pour se soulever, prendre les armes et commencent à s'emparer de plusieurs grandes villes du pays. La Côte d'Ivoire bascule dans la guerre civile. C'est la forme de conflit majeur dans le monde post-Seconde Guerre mondiale, notamment en Afrique, post-décolonisation, la guerre civile, le conflit infra-étatique au sein d'un État. Le pays est littéralement divisé en deux, entre les forces loyalistes au sud et les rebelles du nord, majoritairement musulmans. Le conflit, parfois latent, perdure et continue de causer des milliers de morts jusqu'à ce qu'en 2005, la donne change. La donne, c'est notamment Drogba, c'est le football. En 2005, Drogba est dans la force de l'âge, il a 27 ans, il joue à Chelsea, et la Côte d'Ivoire, en guerre civile depuis 3 ans, est dans une situation sportive très importante, historique, puisque se profile la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Elle joue donc sa qualification lors d'un mano à mano à distance contre le Cameroun en octobre 2005. Pour se qualifier, elle doit battre le Soudan et espérer que le Cameroun ne gagne pas dans le même temps contre l'Égypte. La Côte d'Ivoire fait le job, l'emporte 3-1 au Soudan et doit donc espérer dans le même temps un faux pas du Cameroun contre l'Égypte pour se qualifier. Et le scénario est absolument incroyable puisqu'à un partout, le Cameroun manque à la 94e minute le pénalty de la victoire qui vient s'écraser sur le poteau. Fin du match, Égypte 1, Cameroun 1. Scène de liesse en Côte d'Ivoire, partout dans le pays, peu importe l'ethnie, l'origine, le camp, la joie prédomine parce que les éléphants viennent de se qualifier pour la première fois de leur histoire à une Coupe du Monde de football. Dans le vestiaire ivoirien, c'est la folie et c'est là que Drogba entre en scène, la presse est invitée dans les vestiaires et le capitaine décide de prendre la parole et réalise un discours devenu historique. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. 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 Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusils là. Drogba, chrétien, aux côtés de Touré ou d'autres musulmans, un message fantastique de pays d'union. Voilà aussi ce que peut créer le football. On parle énormément de tensions et de rivalités sur la chaîne, créées ou renforcées par le football. Mais voilà aussi ce que peut faire le football. Quelle portée incroyable que ce discours et quelle image incroyable que celle de Drogba et de ses coéquipiers dans le vestiaire. Alors ça n'a pas arrêté la guerre, la preuve elle a continué jusqu'en 2007. Les tensions sont d'ailleurs allées au-delà et ne sont pas non plus totalement résorbées aujourd'hui, mais indubitablement. Le football ivoirien et Drogba ont envoyé un message de paix ce jour-là, de fraternité, et les combats ont baissé en intensité depuis octobre 2005. Je trouve cette histoire absolument fascinante. On en fera peut-être un jour une vidéo beaucoup plus détaillée, même s'il existe déjà pas mal de reportages sur YouTube, mais c'est une histoire qui mérite d'être contée et actualisée également.
Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était la toute première de 2025. J'ai pris un grand plaisir à la faire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Ça récompense le travail fourni. Et si vous voulez une suite, n'hésitez pas à le signaler en commentaire et à évoquer d'autres joueurs politiques ou à influence politique que l'on pourrait mentionner. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage pour la reprise, la rentrée, le boulot. Nous on se dit à très vite pour la suite des aventures. D'ici là, prenez soin de vous et profitez des vôtres. Ciao ciao.